Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde. Et évidemment, notre destination, c'est l'Afrique, à commencer tout de suite par une nouvelle concernant la banque Afreximbank, qui est un levier du commerce intra-africain selon l'Égypte. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a mis en avant le rôle central de l'export de l'African Export-Import Bank dans le renforcement du commerce intra-africain et l'intégration économique du continent lors d'un entretien tenu au Caire avec le président de la banque, Georges Elombi. Le point. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a mis en avant le rôle central de l'African Export-Import Bank dans le renforcement du commerce intra-africain et l'intégration économique du continent lors d'un entretien tenu au Caire avec le président de la banque, Georges Elombi. Selon un communiqué du ministère, Abdelati a souligné l'importance d'approfondir et de diversifier les cadres de coopération entre l'Égypte et Afreximbank, notamment afin de soutenir le secteur privé et les investisseurs égyptiens et africains. Il a également insisté sur le rôle de la banque dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, pilier essentiel de l'intégration économique africaine. Le chef de la diplomatie a exprimé l'espoir d'une augmentation du portefeuille d'investissement d'Afreximbank en Égypte à la lumière des incitations et avantages offerts par le gouvernement au projet de développement. Il a par ailleurs salué l'annonce de la création d'un centre du commerce africain d'Afreximbank au Caire, qui sera implanté dans la nouvelle capitale, illustrant l'engagement du pays en faveur des intérêts économiques communs du continent. Premier actionnaire d'Afreximbank et pays hôte de son siège permanent, l'Égypte consolide ainsi sa position de pôle financier régional. À ce jour, la banque panafricaine a investi environ 41 milliards de dollars en Égypte, finançant des projets stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la construction et de l'industrie. Fondée en 1993, Afreximbank poursuit sa mission de promotion et de financement du commerce africain dans un contexte marqué par une dynamique croissante en faveur de l'intégration économique continentale. L'Égypte a accueilli au Caire les travaux de la 38e session du Conseil d'administration du Fonds africain du patrimoine mondial, organisée par le ministère des Affaires étrangères. Les réunions ont porté sur les principales réalisations du fonds, notamment l'inscription de 4 sites africains sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2025 et le retrait des 3 sites de la liste du patrimoine en péril. Les efforts de formation ont également été mis en avant avec le renforcement des capacités de 160 cadres africains. En marge des travaux, les participants ont visité les pyramides de Gizeh et le Grand Musée égyptien, salué comme un modèle continental en matière de préservation du patrimoine et une source d'inspiration pour les pays africains. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamed, professeur d'économie. Dr Amr Hamed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Apparemment, il y a une coopération étroite entre l'Égypte et Afreximbank concernant certains aspects, concernant le commerce intra-africain et autres. On aimerait jeter la lumière sur cet aspect. Alors, l'Afreximbank est progressivement passé d'une banque de financement du commerce à un acteur systémique, si vous voulez, de l'intégration économique africaine. Dans le contexte actuel, marqué par la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales et aussi la rareté des devises et le resserrement financier international, alors ici, le rôle de la banque est devenu central à 3 niveaux. Premièrement, le financement contre-cyclique, parce que la banque intervient lorsque les financements privés et multilatéraux se raréfient, notamment en devises. Et deuxièmement, je veux dire le deuxième niveau, la réduction des barrières en commerce intra-africain à travers des instruments innovants comme par exemple ce qu'on appelle le PAPS, c'est le système panafricain de paiement et de règlement qui diminue la dépendance en dollars et à l'euro aussi.
Et le troisième niveau, c'est l'appui aux exportations africaines à valeur ajoutée, contribuant à corriger la structure historiquement déséquilibrée du commerce africain. Alors son importance ne tient donc pas seulement à ses volumes de financement, mais aussi à sa capacité à structurer un marché africain intégré. À votre avis, dans quelle mesure cette coopération est susceptible de renforcer le rôle du secteur privé sur le continent et de faciliter la navigation ou la circulation de libre-échange intra-africain? Alors, ici, pour répondre à votre question, le partenariat entre l'Égypte et Afreximbank peut jouer un rôle opérationnel concret dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine pour plusieurs raisons. Alors, la première raison que je peux noter ici, c'est que l'Égypte dispose d'une base industrielle diversifiée. Je veux dire ici, par exemple, la pharmacie, matériaux de construction, agro-industrie, ingénierie, qui sont capables de s'insérer rapidement dans les chaînes de valeur africaines. Et une autre raison, c'est que l'Afreximbank, il fournit les outils financiers manquants au secteur privé africain, comme par exemple les garanties, les lignes de crédit commercial, les financements des PME exportatrices. Et la troisième raison, c'est peut-être la localisation au Caire de plusieurs plateformes régionales qui facilitent la connexion entre les entreprises égyptiennes et africaines en-delà des accords politiques. Ainsi, on peut dire que la zone de libre-échange continentale africaine cesse d'être un cadre théorique pour devenir un espace économique fonctionnel porté par le secteur privé. Oui. L'Égypte a accueilli au Caire les travaux de la 38e session du Conseil d'administration du Fonds africain du patrimoine mondial organisé par le ministère des Affaires étrangères. Dans quelle mesure cette initiative est fructueuse pour l'échange africain? Ici, l'accueil par l'Égypte de ces réunions envoie effectivement un message politique et culturel fort en même temps. Il réaffirme que la protection du patrimoine africain est une responsabilité collective et non un sujet périphérique face aux urgences économiques. Et aussi, il positionne l'Égypte comme un pont entre patrimoine africain, arabe et méditerranéen aussi, renforçant bien sûr le rôle de l'Égypte de puissance culturelle continentale. Et dernièrement, il contribue à replacer la culture au cœur de ce qu'on appelle le soft power africain, souvent sont exploités. Ce signal est d'autant plus important que de nombreux sites africains qui sont aujourd'hui menacés par l'urbanisation et les conflits et le changement climatique. Docteur Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, il s'agit toujours de notre cher continent, l'Afrique. À tout de suite.
À présent, passons au Soudan, où des sources médicales ont fait état de la mort de 10 personnes, dont 7 enfants, à El Obeid, capitale de l'État du Kordofan du Nord. Selon les sources, les forces du soutien rapide, les FSR, ont ciblé une habitation située dans le centre d'El Obeid, une ville sous contrôle de l'armée et assiégée par les FRS depuis plusieurs mois. La semaine dernière, des forces alliées à l'armée soudanaise ont annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs villes au sud d'El Obeid, précédemment par les FSR dans le Kordofan du Sud. Une source militaire a indiqué que cette avancée pourrait permettre la réouverture de la route reliant El Obeid à Deleng, une ville sous contrôle de l'armée. Face à la crise économique et en l'absence de programme avec le Fonds monétaire international, le Sénégal mise sur un plan de redressement fondé sur la mobilisation des ressources nationales et le renforcement de la souveraineté économique. Le point. Au Sénégal, le gouvernement a présenté les grandes orientations du plan de redressement économique et social destiné à soutenir l'économie nationale sur la période 2025-2028, avec un objectif de mobilisation estimé à 6 milliards de francs. Intervenant sur le sujet, le ministre d'État chargé de l'agenda Vision Sénégal 2050, Amadou Al-Aminou, a souligné que l'absence actuelle de programme avec le Fonds monétaire international ne constituait pas un handicap, mais plutôt une opportunité pour renforcer l'autonomie économique du pays. Selon lui, le redressement économique et social et son plan représentent la première étape indispensable pour restaurer les équilibres macroéconomiques et préparer la transformation structurelle du Sénégal. Le plan repose principalement sur un financement endogène à travers l'optimisation des dépenses publiques, l'amélioration de la gouvernance, la mobilisation accrue des recettes fiscales et l'implication de la diaspora. Le gouvernement affirme que ces ressources seront mobilisées sans alourdir la charge pesant sur les catégories sociales les plus vulnérables. Le ministre a également rappelé que la pression fiscale au Sénégal avoisine 20% du PIB, un niveau inférieur à celui observé dans les pays développés, estimant entre 30 et 40%, estimant qu'un effort national progressif est nécessaire pour financer durablement le développement. Présenté comme complémentaire à l'agenda Sénégal 2050, le plan de redressement économique et social s'inscrit dans la vision du Sénégal souverain, juste et prospère, misant sur ses propres capacités pour assurer son redressement économique et social. Sécurité routière en Afrique, un enjeu majeur de santé publique. En Afrique, les accidents de la route constituent l'une des principales causes de la mortalité, faisant de la sécurité routière un défi central pour les gouvernements, alors que le continent affiche les taux de décès les plus élevés au monde liés aux accidents de circulation. Le point. La sécurité routière demeure un défi critique à l'échelle du continent africain. Selon les données des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique enregistre le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, avec près de 19 morts pour 100 000 habitants, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Les principales causes identifiées sont l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, l'alcool au volant, l'état dégradé des infrastructures et la vétusté des véhicules. À cela s'ajoute une croissance rapide de la population urbaine et du parc automobile, souvent sans adaptation suffisante des réseaux routiers. Les jeunes de moins de 30 ans figurent parmi les principales victimes, ce qui confère à la sécurité routière une dimension économique et sociale majeure. Les accidents de la route coûtent jusqu'à 3% du PIB dans plusieurs pays africains, selon la Banque mondiale. Face à cette situation, l'Union africaine et plusieurs gouvernements nationaux ont adopté des stratégies de sécurité routière, incluant le renforcement des contrôles, l'amélioration des infrastructures, la sensibilisation des usagers et l'harmonisation des législations. Des initiatives continentales, comme la décennie d'action pour la sécurité routière, visent à réduire de moitié le nombre de décès d'ici 2030. Toutefois, les experts soulignent que des investissements durables, une meilleure gouvernance et une application stricte des lois restent indispensables pour inverser durablement la tendance.
Fin de notre tournée africaine. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.